Le podcast qui fait grandir même les parents. Un podcast réalisé par les éditions Mango. Bonjour. Dans la famille complice, la maman, c'est moi. Je suis la digne héritière du système éducatif de la fin du XXe siècle. J'ai grandi dans un monde en bleu et rose, entre punitions et récompenses, dans une société de consommation exacerbée. Une éducation que je ne souhaite pas transmettre à mes enfants. Je m'appelle Com et j'ai 4 ans et demi. Je m'appelle Inès et j'ai 7 ans. Alors, je me suis intéressée à d'autres schémas éducatifs, et notamment la parentalité positive, ou bienveillante. Comment et pourquoi contribue-t-elle à l'épanouissement de nos enfants ? En théorie, ça sonne bien, mais en pratique, comment ça marche ? Comment concrètement je peux l'appliquer dans mon quotidien ? Pour répondre à ces questions, j'ai eu envie de créer un podcast qui permettrait à tous les parents de suivre les conseils d'une experte, qui tous les jours, depuis des années, écoute et observe parents et enfants, qui à travers son approche toujours bienveillante, les guide sur le chemin complexe et fascinant de la parentalité. Cette experte s'appelle Anne-Claire Kleindienst. Elle est psychologue clinicienne et vous ouvre les portes de son cabinet. Pour l'interviewer, Anne l'a fait. Maman et éditrice d'ouvrages de parentalité positive. Rendez-vous pris chaque semaine pour 15 minutes de conseils et d'échanges passionnants autour des sujets de votre quotidien. Au fait, dans la famille complice, moi je suis le papa et on ne m'a pas présenté. Bon, je voulais juste dire que je suis aussi derrière ce projet de podcast. On ne m'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais j'écoute attentivement. Et vous verrez, c'est passionnant. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer parce que j'ai plein de questions à vous poser. Tant mieux. Je sens qu'on va s'amuser. Je voulais vous rencontrer pour parler des relations parents-enfants parce qu'en fait c'est votre métier. Vous recevez des parents, des enfants qui viennent vous voir pour parler de leurs relations, des difficultés qu'ils peuvent avoir éventuellement. Et avant d'aborder des sujets particuliers, comme les émotions, comme les relations frères-sœurs, j'aimerais vraiment qu'on commence par parler d'éducation. Parce que vous parlez d'éducation ferme et bienveillante. Et j'aimerais bien savoir en quoi ça consiste. Oui, alors c'est important de conjuguer ces deux mots. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces courants d'éducation positive et bienveillante, on a beaucoup mis en avant cette importance de la bienveillance. Et c'était essentiel, c'était complètement vital parce qu'on héritait On revenait de loin. Oui, c'est ça. On revenait de loin, de décennies, voire de siècles d'une éducation plus autoritaire, plus verticale et surtout qui manquait de bienveillance. Et on sait à quel point aujourd'hui c'est fondamental pour le développement de l'être humain, du tout petit enfant jusqu'au plus grand, de recevoir cette bienveillance, la qualité de cette connexion. Et en même temps, le petit risque, c'est qu'on oublie de garder le bon de la fermeté. Donc vraiment, oui, je suis très attachée à cette dimension de conjuguer les deux. C'est une bonne notion. Ouais, fermeté et bienveillance. Parce que comme ça, on pourrait se dire aussi a priori que fermeté, ça veut dire sévérité. Ouais. Fermeté, bienveillance, ça paraît un peu être des notions opposées. Comment elles sont mêlées en fait dans ce type d'éducation ? Ouais, c'est vrai qu'on peut les entendre comme des contradictoires alors que ce sont plutôt des complémentaires. Si on comprend que la fermeté, c'est vraiment l'idée de proposer à l'enfant un cadre contenant, un cadre qui tienne, un cadre qui soit rassurant, dans lequel il va pouvoir grandir. On ne grandit pas sans cette compréhension des limites. Mais c'est aussi la fermeté, le respect de soi-même. Et c'est même par là que ça commence. C'est-à-dire comment on va, en tant que parent, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, mais vraiment en tant qu'être humain, poser aussi des limites par rapport à nous-mêmes, des limites par rapport à nos valeurs, des limites par rapport à nos besoins physiologiques, et que ça va partir de nous. Et que c'est quoi en fait ? Oui, c'est ça. D'abord avant de pouvoir mettre en place une éducation. Absolument. C'est vraiment cette idée de charité bien ordonnée commence par soi-même, donc d'être déjà dans cette écoute de soi. Je pense qu'on le redéclinera dans des sujets, mais c'est vraiment cette idée-là. Et puis aussi, du coup, une fermeté qui est dans le respect de l'enfant,
dans le respect de la situation vécue aussi, parce qu'il y a des situations qui requièrent plus de fermeté, et de pouvoir, dans ce cadre ferme, sécurisant, contenant, ne louper aucune occasion, du coup, d'être bienveillant, de connecter avec son enfant, de le rejoindre là où il est, de dialoguer avec lui. Ça ne veut pas dire de la permissivité, ça veut juste dire de le rencontrer. Ouais, c'est beaucoup plus clair. Donc, en fait, si je comprends bien, l'important, et c'est grâce à la fermeté qu'on le fait, c'est de poser un cadre qui va rassurer l'enfant et dans lequel chacun va se sentir bien, parent et enfant, pour pouvoir développer au sein de ce cadre une relation vraiment bienveillante. En fait, la bienveillance, ça consiste en quoi ? De quelle façon est-ce qu'on peut être bienveillant ? Alors, être bienveillant, c'est être dans une posture qui consiste à pouvoir rejoindre l'autre là où il est. Alors, c'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai aussi. C'est très mystique. En tout cas, c'est une histoire de mouvement, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans notre propre position avec notre propre prisme, regard figé, arrêté de là où on est, comme on dit, voir seulement midi à sa porte. On va s'obliger, on va s'exercer, on va s'entraîner à plus de souplesse et à pouvoir tantôt faire un pas de côté, tantôt faire un pas en arrière, tantôt faire un pas en avant, et surtout faire l'exercice de rejoindre l'enfant, l'autre, là où il est, et en particulier quand il est coincé dans ses émotions, coincé dans ses impossibilités, dans ses incapacités. Et pour arriver à ça, j'imagine qu'il faut qu'on soit nous-mêmes dans un sentiment de tranquillité. Comment on y arrive à ce sentiment de tranquillité ? Parce que, par exemple, je me souviens d'une fois où mon fils, c'était le matin, on devait partir à l'école, il était 8h20, il voulait absolument pas s'habiller, la porte de l'école me ferme à 8h30, j'ai été complètement dingue de me dire il faut pas s'habiller, donc je pouvais pas entrer en relation, en communication bienveillante avec lui. Comment on peut faire pour se sentir bien, pour entamer une bonne relation ? Alors, c'est un grand sujet et c'est un grand programme et c'est probablement le projet de toute une vie que d'habiter cette bienveillance qui commence par le fait de comprendre ce qui nous arrive à nous et d'être en connexion avec nous. Donc, il y a tout ce travail, mais qui va se faire au fil du temps, d'accueillir l'état intérieur dans lequel on est. Et plus on va savoir le faire pour nous, plus on va pouvoir emmener notre enfant et modéliser quelque chose qui va apprendre lui aussi. Alors, lui, il est plus jeune, il est moins développé que nous, notamment d'un point de vue cérébral, donc c'est plus difficile pour lui de le faire. Mais pour autant, nous, on a un cerveau mature et on a quand même du mal. Et dire très simplement qu'on doit un peu se servir d'exemple et lui montrer comment nous, on s'autorégule pour que lui puisse le faire ensuite. Absolument. Et en même temps, de reconnaître qu'il y a des moments, vous citez ce moment du matin où on est sous stress parce qu'il y a le tic-tac de l'horloge, d'identifier aussi qu'il y a des situations qui favorisent pas la connexion et donc la bienveillance. Parce que dès qu'on est sous stress, dès qu'on est sous contrainte, dès qu'il y a le regard des autres, dès qu'il y a quelque chose d'un peu plus périlleux, dès qu'on s'inquiète pour l'autre, pour nous, pour ce qui va se passer, on perd un peu nos moyens. Donc la bienveillance, elle se travaille aussi dans l'acceptation de ce qui est et de pouvoir faire avec ce qui est en nous et autour de nous. Bien. Donc là, on va dire que je suis dans un état psychique vraiment tranquille avec mon enfant. Et puis, qu'est-ce que je fais après ? C'est quoi les outils en fait, de la bienveillance ? Alors, cet outil de la régulation, de l'autorégulation, c'est pas le moindre et c'est le premier, chronologiquement on va dire, mais aussi parce que c'est à la racine de ce qui se passe dans notre corps. C'est nos émotions, c'est nos mouvements intérieurs et c'est ce qui va faire l'essence de la relation. Donc, voilà, c'est nos mouvements intérieurs et ceux de notre enfant, mais on pourrait le décliner dans le couple ou dans les relations avec les collègues de travail. Intéressant. Je vais y penser. C'est vrai toujours. Ça, c'est ce travail d'autorégulation, de connaissance de soi, de contrôle de soi, de connexion à soi, qui est super important. Après, on a toute cette grande gamme des outils d'encouragement, tout ce qu'on va pouvoir proposer à l'enfant sur son chemin de progression. Il progresse dans ses compétences académiques, mais il progresse aussi dans ses compétences psychosociales, socio-émotionnelles, c'est-à-dire tout ce qui va lui permettre de se relier à lui-même et de se relier aux autres, et puis de progresser dans sa façon d'être. Et donc là, on est vraiment dans cette idée d'encourager, c'est-à-dire que il progresse, donc par moment ça va super bien, puis par moment c'est plus difficile, ça stagne, voire ça régresse. Parfois, c'est ça. Progression, régression, mais en fait, à chaque fois qu'on régresse, c'est peut-être parce qu'on acquiert des choses qui sont en cours et qu'une fois qu'on aura fait notre régression,
on aura franchi un grand pas. Oui, sauf que ça, vous et moi, on peut le dire de la hauteur de nos âges et de nos expériences, mais l'enfant qui avance, il le sait pas, ça. Donc, il se décourage quand il voit qu'il n'y arrive pas comme il voudrait. Et puis, plus ils sont intelligents et sensibles, les enfants, plus ils veulent réussir du premier coup. Donc, ils se découragent encore plus vite. Donc, on va être vraiment dans cette idée de... encouragement. Et concrètement, en fait, pour encourager un enfant, comment on fait? Est-ce qu'on lui dit si tu arrives à faire ça, tu auras telle récompense? Ça fait un peu old school, je trouve. Est-ce qu'on comment on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on lui dit? Alors c'est vrai que le moins on sera dans le maniement des récompenses, des carottes, des cadeaux, le mieux ce sera, parce que ce qu'on va vraiment vouloir chercher chez l'enfant, c'est de développer sa capacité à décider des choses pour lui et de prendre des bonnes décisions pour lui. À devenir autonome, en fait. Voilà, et de lui montrer qu'il peut. Donc on va vraiment, on va surtout travailler à sa mise en capacité, qu'il se sente capable, qu'il puisse sentir les ailes qui lui poussent dans le dos et sentir qu'il peut voler, s'envoler. Et ça va être vraiment en s'appuyant sur ses forces. On peut faire tous les discours de la terre, mais ce qui va vraiment compter, c'est de lui montrer qu'il a déjà fait un certain nombre de choses et qu'il est capable. S'il a fait ça, il peut aussi faire la suite. Et que c'est ça la progression finalement. Et en cas de conflit, parce que là on parle de bienveillance, tout se passe bien, mais comment appliquer ce mode de fonctionnement en cas de conflit entre enfants? On est dans le conflit avec lui, en discussion, il veut rien entendre. Là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, garder cette posture volontairement encourageante, continuer à s'appuyer sur cette démarche d'autorégulation, ça c'est ce qu'on vient de dire, mais aussi peut-être aller un cran plus loin et aller mobiliser des réflexes de résolution de conflits et de recherche de solutions, c'est-à-dire que oui, on est différents, donc quand on interagit ensemble, par définition, on va avoir des différends parce qu'on est différents. Et que ça, c'est OK. Et d'admettre que c'est OK. Et de pas mettre son énergie dans le fait de rechercher des coupables. D'accord. D'être dans les accusations, les reproches. Ça nous fait perdre beaucoup d'énergie, ça. Et de choisir, mais vraiment, c'est une décision. Et c'est une discipline de vie. De choisir de se mettre plutôt dans la dynamique de la recherche de solutions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous aider? Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de chercher des solutions donc que ça en fait fonctionne. de se pencher sur la raison de ce conflit et de parler avec son enfant parce que s'il est petit, il ne saura pas forcément expliquer pourquoi il ne veut pas s'habiller, pourquoi il s'énerve, de discuter avec lui pour trouver une solution ensemble sans s'énerver à ce conflit. Oui, donc ça va être des questions toutes simples qu'on peut poser à l'enfant et qui l'impliquent, mais dès qu'il est tout petit, qu'est-ce qui t'aiderait à? De quoi tu aurais besoin pour? Qu'est-ce qui va nous permettre de? Alors, quand ils sont tout petits, ils ne sont pas encore en position d'élaborer beaucoup, mais c'est déjà des questions qui allument des petites ampoules dans leur tête. Et puis, plus ils grandissent, plus on peut manier ces questions qui sont des questions à la fois de curiosité. Ça nous intéresse de savoir quelle est leur idée, parce qu'on pense qu'ils en ont. Et on fait le choix de croire que ça, c'est certain. C'est un joli pari. Et puis, oui, sauf que parfois, dans nos quotidiens un peu réactifs, réactionnels, un peu près du guidon, on oublie ça, parce qu'on est ceux qui savent, et on oublie de leur demander. Alors, quand on dit ça, ça ne veut pas dire leur donner tous les pouvoirs, négocier non-stop. Non, c'est vraiment pas comme ça. Voilà, c'est vraiment d'orienter des questions pour qu'elles soient impliquantes et que l'enfant sente qu'il peut être acteur de sa vie dès qu'il est tout petit et qu'il peut participer au fait que ça fonctionne mieux dans la maison. Et quand ça fonctionne mieux, parce qu'on parle de l'amour avec un grand A, c'est bien joli, mais ça démarre sur des choses très prosaïques du fonctionnement au quotidien. Donc le plus on va trouver des choses qui fonctionnent, le mieux c'est. Ça me paraît très clair maintenant. Eh ben, tant mieux. Merci Anne-Claire pour toutes ces explications, parce que ça va vraiment nous servir de base aussi pour les sujets qu'on va aborder dans nos prochaines rencontres. Merci. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à découvrir le livre d'Anne-Claire Kleinzist et de Linda Coroza, Petit décodeur illustré de l'enfant en crise, qui met en pratique la discipline positive dans le quotidien des parents de jeunes enfants. Et pour aborder ce sujet avec vos enfants, je vous conseille Obéir, ça sert à quoi? Aux éditions Fleurus, dans la collection Ça sert à quoi? Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pourrez découvrir toutes les références sur la page web du podcast Famille Complice. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode.
Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître ce podcast et aider d'autres parents sur le chemin de la parentalité positive. Alors n'hésitez pas à en parler et à déposer des notes et commentaires. Pour vous remercier, chaque semaine, nous offrons un exemplaire du livre Petit décodeur illustré de l'enfant en crise d'Anne-Claire Kleindienst et Linda Corazza, par tirage au sort parmi les participants. Merci beaucoup. Vous avez écouté Famille Complice, le podcast qui fait grandir même les parents. Imaginé et réalisé par les éditions Mango. Produit par Georges et Madeleine.